Bonjour. Alors d'abord, je voudrais remercier la FEF de cette invitation à vous présenter des résultats de nos travaux sur le système immunitaire dans le foie. Alors, je n'ai pas fait la diapo, mais je n'ai pas de conflit d'intérêt. Et donc, je vais commencer directement en vous disant que le système immunitaire hépatique présente un biais vers la tolérance, qui est notamment une conséquence de sa situation dans la circulation sanguine. Cet excès de tolérance permet de préserver les fonctions métaboliques essentielles de cet organe, mais se fait au prix d'une augmentation d'un risque d'infection virale chronique. D'un point de vue thérapeutique, le biais de tolérance présente également des conséquences. Par exemple, en transplantation, il y a plus de patients transplantés hépatiques qui vont pouvoir devenir tolérants opérationnels à leur greffon, c'est-à-dire conserver un greffon fonctionnel même après un arrêt de leur traitement immunosuppresseur. Mais malgré ce biais de tolérance, il existe des maladies auto-immunes du foie. Notre projet consiste donc à étudier le système immunitaire du foie de la tolérance à l'auto-immunité. Et au cours de ces travaux, nous avons identifié des acteurs cellulaires de l'immunité adaptative qui étaient impliqués dans l'induction de tolérance allogénique et d'autres impliqués dans le développement de l'auto-immunité. Je vais commencer par pousser le curseur à un bout de l'axe, donc vers la tolérance. La tolérance hépatique présente des nombreuses conséquences. Par exemple, en thérapie génique, il est connu que l'expression d'un transgène dans le foie s'accompagne d'une tolérance vis-à-vis du produit du transgène, ce qui permet en fait l'expression à long terme de ce transgène et donc l'effet thérapeutique. On peut par exemple prendre l'exemple de l'hémophilie B sur des modèles précliniques animaux et par la suite sur des modèles dans des essais cliniques. Il a été montré que la transduction avec un vecteur viral adéno-associé, AAV, permettait une expression à long terme du facteur 9 et un effet thérapeutique qui était un bénéfice sur la coagulation. Notre objectif est d'aller une étape plus loin, c'est-à-dire de tirer parti des propriétés tolérogènes du foie, non plus pour induire la tolérance juste au produit d'un transgène, mais pour induire la tolérance vis-à-vis d'une allogreffe. Et donc pour ça, on a utilisé un modèle de greffe d'îlot-pancréatique chez la souris. La première étape, ça a été de produire un vecteur AAV qui codait pour une molécule de classe 1, CMH de classe 1 allogénique, sous un promoteur foie spécifique. Et ce vecteur a été injecté à des souris qui sont C57 Black 6, donc H2B, d'un autre haplotype. Et en fait, on a montré que la molécule allogénique était exprimée à la surface des hépatocytes de ces souris, comme vous le voyez ici en immunofluo, à long terme. Et donc la question suivante, c'était de savoir si cette tolérance vis-à-vis d'H2KD, d'un allo-antigène, pouvait favoriser une tolérance vis-à-vis d'une greffe. Et donc ces souris qui exprimaient H2KD dans leur foie, on les a rendues diabétiques et on a effectué une greffe d'îlot-pancréatique isolée à partir de souris balbecées, donc H2D. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que 40% des souris qui expriment H2KD dans leur foie présente une préservation de la fonction du greffon à long terme, au-delà de 100 jours, ce qui pour ces modèles est considéré comme étant une tolérance, contrairement à tous les autres groupes contrôles qui n'expriment pas H2KD dans le foie. Et cette tolérance, en fait, s'accompagne d'une régulation de la réponse humorale, puisqu'on voit que ces souris ne présentent pas d'anticorps anti-KD et ne présentent quasiment pas de DSA, c'est-à-dire d'anticorps spécifiques des allo-antigènes du donneur. Évidemment, ensuite, nous avons voulu identifier les cellules qui médient cet effet et on a isolé et seulement à partir du foie des souris qui exprimaient H2KD, une population de lymphocytes CD8 qui exprimait PD1. Ces lymphocytes CD8 PD1 positifs pouvaient représenter jusqu'à 60% des CD8 du foie des souris transduites et ils étaient absents totalement des souris contrôles. Un phénotype a montré que ces cellules exprimaient des marqueurs d'activité
de chronicité aussi allant vers l'épuisement. Et de façon surprenante, ils exprimaient CD122, qui est la chaîne bêta du récepteur de l'IL2 et de l'IL15, et qui avait déjà été décrite sur d'autres populations régulatrices. Donc nous avons poussé le phénotype de ce côté-là, et on a vu que ces cellules sous-exprimaient CD28. Par contre, ils exprimaient GITR et Hélios, ce qui était concordant avec une potentielle fonction suppressive. Par contre, ils sont FOXP3 négatifs. Et enfin, in vitro, leur stimulation permet une production d'IL10, cytokine régulatrice. On a enfin démontré la fonction suppressive de ces cellules in vitro et aussi in vivo dans des expériences de transfert adoptif. Donc on a préparé ces cellules CD8 PD1+, à partir de foies de souris qui avaient été transduites avec l'AAV, et on les a injectées à des souris naïves, cette fois-ci rendues diabétiques, en même temps que les îlots allogéniques. Et on reproduit ce qu'on avait obtenu, c'est-à-dire que 50% des souris deviennent tolérantes à leur greffon quand elles ont reçu ces CD8 PD1 positives. À l'inverse, les souris qui ont reçu les PD1 négatives rejettent leur greffon auparavant. Donc ces expériences de transfert adoptif démontrent la fonction suppressive in vivo de notre population de CD8 PD1 positifs. Nous avons trié ces cellules à partir du foie de souris transduite avec AAVH2KD, et puis on a comparé leur transcriptome à deux populations contrôle. D'une part, les CD8 PD1 négatifs du foie des mêmes souris, et d'autre part, des CD8 mémoire du foie de souris transduite avec un AAV contrôle. Après le RNA-seq, on a réalisé une analyse d'expression différentielle qui a révélé en fait un profil transcriptomique très homogène pour nos cellules CD8 PD1 positives, et avec une forte stringence, en fait, on peut détecter 147 gènes différentiellement exprimés, 80 up, 67 down. Et quand on fait une analyse d'ontologie, on voit que les gènes exprimés dans ces cellules sont très fortement enrichis dans les processus de régulation négative. Et comme exemple, je vous ai représenté ici la catégorie d'ontologie de régulation négative de la réponse immunitaire. Et vous voyez qu'il y a une vingtaine de gènes qui sont significativement différentiellement exprimés dans nos souris, dans nos cellules CD8 PD1 positives par rapport au groupe contrôle. Et parmi ces transcrits, on retrouve des molécules impliquées dans la chronicité, mais aussi de nombreuses molécules qui sont impliquées dans différentes voies régulatrices. Donc en plus de la validation de ces voies de régulation qui est en cours dans le but d'identifier des potentielles cibles thérapeutiques pour induire la tolérance, je voulais juste vous présenter un autre développement de ce projet qui consiste à essayer d'identifier la population équivalente chez l'homme. La situation la plus proche de notre modèle chez l'homme, c'est en fait la transplantation hépatique, puisque les patients transplantés vont avoir une expression importante d'allo-antigènes à la surface de leurs hépatocytes, et ce, pour longtemps. Et donc, nous avons, à partir de nos résultats transcriptomiques et puis de la littérature sur les CD8-reg, établi une liste de marqueurs et décidé de les comparer tout d'abord en cytométrie en flux conventionnelle entre deux groupes de patients transplantés hépatiques, tolérants et non tolérants à leur greffe. Ça s'est fait en collaboration avec Alberto Sanchez-Fueyo à Londres. Et en fait, ce sont des PBMC de patients qui avaient été inclus dans l'essai clinique LIFT de sevrage d'immunosuppresseurs. Malheureusement, du fait du faible nombre de cellules, on n'a pas pu tester l'ensemble des marqueurs sur l'ensemble des échantillons, ce qui fait qu'on obtient des tendances, mais qui n'ont aucune puissance statistique. Et donc, nous poursuivons ce projet maintenant avec une approche de cytométrie en flux spectral qui permet, en fait, avec un panel de plus de 20-25 marqueurs même, qui va pouvoir être testé sur un seul échantillon cellulaire de chaque patient, de comparer en fait ces signatures entre des groupes de patients tolérants et non tolérants, mais aussi en collaboration avec Pauline Houssel-de-Brie à Rennes, entre des patients transplantés hépatiques stables à 1 an ou à plus de 5 ans, et également on étudiera l'effet d'organes avec des patients transplantés rénaux.
L'analyse non supervisée de ces données multiparamétriques devrait permettre d'identifier des combinaisons de marqueurs correspondant à des sous-populations potentiellement régulatrices qui pourraient être associées à la tolérance ou des combinaisons de marqueurs qui pourraient servir de marqueurs prédictifs de tolérance ou du faible risque de rejet. Donc, dans cette première partie, je vous ai montré qu'on a identifié et caractérisé une nouvelle sous-population de lymphocytes TCD8 régulateurs induits dans le foie, que ces CD8 expriment des marqueurs d'activation chronique, mais aussi de nombreuses molécules impliquées dans différentes voies de régulation qui sont en cours de validation. On a démontré leur fonction suppressive par une stratégie de transfert adoptif, et l'étude transcriptomique que nous avons menée nous a permis d'une part de mieux les caractériser et en plus d'établir un panel qui va nous permettre de rechercher l'équivalent chez l'humain. Alors je vais maintenant pousser le curseur à l'autre bout du spectre de l'immunité dans le foie, donc vers l'auto-immunité. Donc, il y a deux principales maladies auto-immunes hépatiques, qui sont l'hépatite auto-immune et la cholangite biliaire primitive. Les bases immunologiques de ces maladies sont quand même encore mal connues, et c'est pourquoi nous avons entrepris de créer une biocollection d'échantillons de sang de patients ayant ces maladies, adossée à une banque de données cliniques, et cela se fait avec Jérôme Gournay, donc le chef du service d'hépatogastro du CHU de Nantes, et le CIC IMAD. Ces maladies sont rares et donc nous avons également créé un réseau HepatimGo qui réunit pour le moment 8 centres et qui nous permet d'augmenter le recrutement de patients. Donc à ce jour, nous avons des échantillons de sang de plus de 220 patients atteints de maladies auto-immunes du foie, et pour certains, nous avons des biopsies. Et dans un premier temps, nous nous sommes focalisés sur l'hépatite auto-immune. Donc il s'agit d'une maladie rare qui atteint 3 femmes pour un homme. L'inflammation chronique évolue vers la fibrose et la cirrhose. Les traitements actuels sont des traitements d'immunosuppression non spécifiques, corticoïdes et azatioprine. Et malheureusement, les patients présentent un risque très élevé de rejet à l'arrêt du traitement. D'un point de vue histologique, il y a des hépatites d'interface avec des infiltrats lymphocytaires T, CD4 et CD8, lymphocytes B et plasmocytes. Les patients présentent une hypergammaglobulinémie et il y a des loci génétiques de prédisposition, notamment associés au HLA de type 2 qui ont été décrits. Enfin, les deux seuls auto-antigènes spécifiques de l'hépatite auto-immune qui sont connus sont CEP-SEC ou SLA et CYP2D6 ou LKM1 qui représentent respectivement 10% et 2% seulement des patients. Donc la nature des infiltrats, la présence d'une hypergammaglobulinémie, le fait qu'il y ait une prédisposition liée au HLA de classe 2, tout ça, ça pointe vers un rôle très important des lymphocytes TCD4 dans le développement de cette pathologie. C'est ce qui est présenté sur ce schéma, où on voit que des auto-antigènes hépatocytaires ou hépatiques vont pouvoir être processés par des cellules présentatrices qui vont en présenter certains peptides associés à des molécules de classe 2 à leur surface. Des lymphocytes TCD4, dont le récepteur TCR va être spécifique de cette association CMH2 peptide, vont être activés et vont à leur tour influer sur les deux branches de l'immunité adaptative, d'une part en favorisant la différenciation des lymphocytes B en plasmocytes qui vont sécréter les auto-anticorps, et d'autre part en soutenant l'activité cytotoxique des lymphocytes TCD8 vis-à-vis du parenchyme. Donc, en recherchant ces lymphocytes TCD4 autoréactifs spécifiques d'auto-antigènes et en les caractérisant, on aura un gain de connaissance, on comprendra mieux le développement de l'hépatite auto-immune. Et ça, c'est le projet qui a été mené par Amédée Renan au labo.
Mais ces cellules autoréactives sont extrêmement rares. Et donc, il a fallu tout d'abord développer une stratégie pour arriver à les identifier et les isoler. Et donc, pour ça, on est parti de PBMC, de patients qui avaient une hépatite auto-immune, et on a pris 2 groupes pour commencer. Un groupe qui avait des auto-anticorps anti-SLA et d'autres qui étaient SLA négatifs, donc SLA pose, SLA neg. À partir des PBMC de ces patients, on les a stimulés en fait avec une banque de peptides de SLA, et les lymphocytes TCD4 qui étaient spécifiquement activés surrégulaient CD154, ce qui permettait en cytométrie en flux d'identifier une population de ces cellules activées. Et ce qu'on voit, c'est que ces cellules, on ne les retrouve que chez des patients SLA positifs, donc qui ont des auto-anticorps anti-SLA. Dans cette expérience, le contrôle positif était réalisé avec des peptides de Candida albicans. Une première caractérisation phénotypique de ces cellules, donc qui sont en rouge, les CD4 SLA spécifiques, montre qu'ils sont PD1 positifs. Par contre, ils sont CCR6 négatifs, contrairement aux CD4 spécifiques de CALB, et ils sont également CXR5 négatifs. Ces quelques cellules ont pu être triées à une cellule par puits, et en collaboration avec Pierre Millepied à Marseille, qui a développé cette technique, ces cellules SLA spécifiques et CALB spécifiques ont été analysées en single cell pour déterminer leur transcriptome et aussi la séquence de leur TCR. L'analyse différentielle du transcriptome a permis d'établir une signature spécifique de SLA, qu'on voit ici et qui est très distincte de celle de CALB, qui est en fait IL-21 et interféron gamma, donc plutôt pro-B, pro-inflammatoire. Donc ça, j'ai oublié de le dire, ça a été fait à partir des cellules de 5 patients HAI et SLA positifs. En fait, ces cellules autoréactives IL-21 interféron gamma, elles sont très proches, leur profil est très proche de cellules qui ont été décrites récemment pour le lupus et pour l'arthrite rhumatoïde, et qui ont été appelées des cellules TPH pour Peripheral Helper, et qui sont aussi PD1+, et XR5-. Nous avons aussi voulu identifier le réservoir lymphocytaire de ces cellules CD4 SLA spécifiques. Et donc pour ça, on a tiré profit du séquençage du TCR de ces cellules uniques. À partir de l'analyse de ces séquences nous a permis d'identifier des clonotypes, c'est-à-dire des séquences TCR qui étaient reconnues en plus grande fréquence chez chaque patient. Donc ça a été fait aussi pour les 5 patients. Et en fait, c'est ce qui est représenté sur ces cercles, où chaque segment représente un clonotype. Nous avons pu valider les séquences TCR de certaines de ces séquences, de certains de ces clonotypes, et identifier le peptide de SLA qui était reconnu spécifiquement. D'autre part, pour 3 des mêmes patients, à partir de leur PBMC, on a réalisé un tri de façon à isoler 4 sous-populations de lymphocytes TCD4 mémoire. Et chacune de ces sous-populations, à partir de ces sous-populations, on a extrait l'ADN génomique et on a réalisé un séquençage TCR bulk cette fois-ci. Et ensuite, en fait, en interrogeant la présence de nos séquences dont on sait qu'elles sont SLA spécifiques dans chacune de ces sous-populations, on a pu identifier un très fort enrichissement de ces séquences SLA spécifiques dans une sous-population qui était PD1 positive, CXR5 négative. Donc, chez les patients SLA positifs, les TCR autoréactifs sont enrichis dans la sous-population périphérique de cellules CD4, PD1+, CXR5-. Ça, c'est valable pour les patients SLA positifs, mais ils ne représentent que 10% des patients HAI, en fait. Et donc, on s'est posé la question de savoir si cette population était aussi plus fréquente globalement chez les patients atteints d'une hépatite auto-immune, quelle que soit leur sérologie. Et donc, on a comparé la fréquence de cette population chez 2 groupes de patients, des patients ayant une hépatite auto-immune active, comparés à des patients NASH, qui avaient donc une inflammation chronique du foie sans signe d'auto-immunité. Et effectivement, on observe bien une fréquence plus élevée de ces cellules dans les patients ayant une hépatite auto-immune.
Ces cellules, d'autre part, soutiennent la différenciation des lymphocytes B dans des expériences de co-culture avec les B autologues, induisent une augmentation de la sécrétion des immunoglobulines, et cela passe par l'IL-21. Enfin, basé sur ces résultats, on s'est demandé s'il était possible d'établir une signature spécifique de l'hépatite auto-immune. Et donc pour ça, on a établi une liste de marqueurs basés sur les travaux précédents, et en cytométrie en flux, on a comparé ces marqueurs entre deux groupes de patients, à nouveau, des patients ayant une hépatite auto-immune active et des patients NASH. Et ces données multiparamétriques ont été analysées dans une approche non supervisée qui a permis d'établir des clusters qui sont donc des regroupements de marqueurs qui marquent des sous-populations, et on en a trouvé 3 qui étaient plus fréquents chez les patients HAI, et parmi eux le cluster 5 qui en fait est marqué par les marqueurs CD4, PD1 et CD38. Et on a montré donc qu'il était plus fréquent chez les patients avec une HAI active par rapport au NASH, mais aussi qu'il était, était corrélé chez ces patients avec le taux d'IgG de ces patients. Et enfin, on a montré qu'il persistait chez certains patients en rémission. Donc nous poursuivons l'analyse de ces marqueurs PD1 et CD38 sur les lymphocytes TCD4 de façon à établir leur pertinence clinique comme marqueur de l'activité ou voire du risque de rechute chez ces patients. Donc en conclusion, on a pour la première fois réussi à isoler et caractériser des lymphocytes TCD4 autoréactifs spécifiques d'un auto-antigène de l'hépatite auto-immune. On a montré qu'il n'était présent que chez des patients qui avaient des auto-anticorps contre ce même antigène. Les études en single cell ont montré qu'ils avaient un profil pro-B, pro-inflammatoire et qu'ils ressemblaient au TPH décrit pour d'autres maladies auto-immunes. Les expériences avec les séquences des TCR ont permis notamment d'identifier des clonotypes et certains épitopes du SLA, mais aussi nous ont permis de démontrer que ces cellules étaient enrichies dans la fraction PD1 plus CXCR5- des CD4 des patients SLA, et aussi globalement des patients HAI, quelle que soit leur sérologie. Et enfin, l'analyse non supervisée a permis de pointer ou de faire émerger deux marqueurs, PD1 et CD38, sur les CD4, qui ont une potentielle pertinence clinique, et nous sommes en train d'étendre cette étude à des patients atteints de l'autre maladie auto-immune du foie, donc la CBP. On a donc identifié cette population, enfin caractérisé cette population de lymphocytes TCD4 autoréactifs, mais des questions demeurent sur comment ils émergent dans le foie et quel pourrait être leur rôle dans les phases précoces de la maladie. Et ça, on ne peut pas vraiment répondre à ces questions avec les échantillons cliniques. C'est pourquoi nous développons en parallèle un projet qui est basé sur un modèle murin. Et en fait, je vous invite à venir écouter Anaïs Cardon demain, qui viendra vous présenter ce modèle. Donc, soyez présents à 12h18. Voilà, et donc j'en finis avec, je voulais dire que ce travail a été réalisé dans l'équipe 4 du CRTI à Nantes, le projet CD4 et le projet d'Amédée Renan. Le projet sur les CD8 REG a été commencé par Valentin Le Gouen, puis poursuivi par Malo, Daniel et Jean-Paul Judor, que les différents membres du groupe travaillent sur différents aspects de l'immunité dans le foie. Je voulais remercier nos collaborateurs et aussi tous nos collaborateurs cliniciens pour leur enthousiasme et leur motivation qui rendent ce projet possible. Et puis évidemment, merci à tous nos financeurs et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Sophie. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance ? Sophie, merci pour ce talk super smart. Est-ce que dans la partie 1, est-ce que tu as identifié des facteurs de transcription ? Il me semble que tu as TOX. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur TOX et suppression, régulation ? Bon, alors, TOX, il y a eu toute une salve de très très beaux articles il y a 1 ou 2 ans
qui le reliait vraiment à la phase de différenciation terminale, voire allant vers l'épuisement des cellules. Je ne peux pas en dire beaucoup plus parce que en fait, on est en train de mettre au point des expériences là-dessus. Mon sentiment, c'est qu'en fait, ces cellules, elles prennent un peu une voie alterne dans ce spectre qui va de l'activation à l'épuisement, en fait. Alors, dans la partie 1, c'est également des cellules que tu regardes en périphérie. C'est des PBMC. Tout à fait. Est-ce que tu as un moyen d'avoir sur tissu une approche qui te permettrait d'avoir un transcription profile proche, local, sur des biopsies hépatiques, oui, enfin des coupes? Alors j'ai bien conscience que ma présentation doit être un peu frustrante pour les hépatologues parce que j'ai globalement plus parlé du sang que du foie. Mais en fait, il y a des technologies qui viennent actuellement et qu'on est en train de mettre au point et qui vont nous permettre d'aller maintenant interroger dans le foie qu'est-ce qui se passe réellement. Et donc, oui, on est en train de mettre au point des stratégies de codex, par exemple, que ce soit d'ailleurs pour le versant CD8 ou CD4 autoréactif. Okay. Et la deuxième question sur la partie 2, donc qui est plus CD4 avec PD1 et CD38. Est-ce que vous avez essayé et est-ce que vous pensez que ce sont un peu des cellules qui présentent une certaine plasticité? Et si vous inhibez le PD1, est-ce qu'elle change de profil avec un facteur de transcription pareil à autre? Alors en fait, ça, on ne l'a pas fait trop sur les échantillons humains. Par contre, c'est quelque chose qu'on va faire sur le modèle murin, qu'on a commencé d'ailleurs. Voilà, donc on va s'amuser, entre guillemets, à modifier un peu PD1, la voie PD1 sur ces cellules. Ouais. Bon, merci Sophie. Pointu, mais très intéressant. Dès qu'on s'attelle vraiment à l'immunité dans le foie, c'est forcément pointu. Moi, j'avais deux questions. Sur la première partie, ta greffe vient de souris balbecées. Et on sait qu'elles sont normalement caractérisées comme des souris qui sont plutôt plus TH2 que les C57 qui sont tes souris réceptrices. Donc est-ce que tu crois quand même que ça peut jouer ou pas du tout? Alors, je ne pense pas, parce qu'en fait, dans nos contrôles de greffe, on a fait des greffes tierces parties où on a pris des îlots de souris C3H qui sont H2K et on n'a pas cet effet-là. Maintenant, ça ne répond pas à ta question parce qu'il aurait fallu qu'on exprime H2KK dans le foie. On ne l'a pas fait, quoi. Okay. Mais a priori, je ne pense pas. C'est vraiment un modèle classique de greffe d'îlot chez la souris. Ça rejette bien de base. Et sur ma deuxième question, c'est sur la deuxième partie de ta présentation. Elle rejoint un peu ce qui vient d'être dit. Est-ce que, pour aller au bout, est-ce que tu penses que ces cellules-là, donc qui expriment les marqueurs que tu as indiqués, sont des cibles thérapeutiques par elles-mêmes, au-delà de la caractérisation? Si tu les enlèves, enfin, est-ce que c'est vers quoi vous allez? Parce que c'est pas ce que tu as dit. Deux aspects, je peux pas l'affirmer, mais nous, en tout cas, on a deux voies pour aller voir ça. La première voie, c'est le modèle murin, qui va nous permettre de voir vraiment à l'origine comment elles sont générées ces cellules. Et d'un point de vue thérapeutique, on est en collaboration avec un chimiste à Nantes, Lénaïque Artigue, et notre but est réellement, avec un système de nanoparticules, d'aller viser spécifiquement ces cellules-là. Mais je ne peux pas encore savoir si ça va marcher ou pas. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore des questions? Sinon, c'est l'heure, donc on va finir juste à temps. Viviane, je voudrais rajouter deux choses au nom de la FEF et du CA. Il y a une petite modulation, vous avez vu, ne serait-ce que dans le titre, de ce qui vous est proposé là, ce qui vous sera proposé demain. C'est-à-dire qu'avec Frédéric, chercheur du CA de la FEF, on a souhaité transformer la session qui s'appelait avant recherche fondamentale en recherche fondamentale et translationnelle. Évidemment, on voudrait remercier l'ensemble du public qui vient de la recherche fondamentale, mais aussi tous les cliniciens qui sont là avec nous, parce qu'on l'a vu dans tous les topos, on le verra encore demain dans tous les autres topos. C'est un continuum, on en est tous convaincus dans nos laboratoires d'un point de vue de recherche fondamentale, INSERM, CNRS. Mais en fait,
il faut que tout le monde comprenne l'autre et participe justement. Et c'est pour ça qu'on a associé le fondamental au translationnel. Merci. Merci Michel. Merci à tous, merci aux présentateurs, merci à vous d'avoir assisté à cette session.